Mesdames, Messieurs, donc l'objectif de cette session est de vous donner un aperçu des changements récents du régime européen du prospectus. C'est une matière très vaste. Nos prédécesseurs ont parlé de tsunami réglementaire. Donc à l'intérieur de ce tsunami ou de cette partie prospectus du tsunami, nous allons essayer de regrouper cette matière en traitant en particulier quelques aspects. Et nous allons d'abord commencer par un aperçu chronologique. Nous allons parler de la directive de 2010 qui a modifié la directive prospectus de 2003. Ensuite, nous parlerons de l'état de transposition de la directive en Belgique. Ensuite, l'état de transposition de la directive au Grand-Duché de Luxembourg. Nous essayerons ensuite de parler brièvement des deux règlements délégués de la Commission européenne, donc dit règlement partie 1 et partie 2, qui mettent en œuvre la directive de 2010 et qui modifient le règlement 809-2004. Et si on a le temps, on va brièvement parler de la partie 3 du mandat. Par contre, il y a d'autres sujets qui sont des sujets annexes au sujet prospectus qu'on pourrait traiter, mais que pour des raisons de temps, nous n'allons pas traiter. Par exemple, les PRIPS, la Proposed Regulation on Key Investment Documents for Investment Products, en abrégé PRIPS, c'est un sujet que nous n'allons pas traiter puisqu'il faut faire un choix. Alors tout d'abord, la chronologie. Pour la chronologie, donc, je vous rappelle que le 11 décembre 2010, la directive 2010-73 a été publiée au journal officiel de l'Union européenne et c'est donc la directive qui a modifié la directive 2003-71 concernant le prospectus. Cette directive est entrée en vigueur le 31 décembre 2010. Le 20 janvier 2011, la Commission européenne a donné mandat à la European Securities and Markets Authority, en abrégé ESMA, d'élaborer un avis technique quant à d'éventuels actes délégués. Donc là, concrètement, il s'agit de la préparation des différents règlement partie 1, partie 2, partie 3. Et suite à ce mandat, le règlement délégué 486-2012, dit règlement partie 1, a été publié par la Commission européenne, donc le 30 mars 2012. Le 4 juin 2012, le règlement partie 2, le règlement délégué partie 2, le règlement numéro 862-2012, a été publié par la Commission européenne. Le 9 juin, le règlement partie 1 a été publié au journal officiel. Un peu plus tard, l'ESMA a publié un document de consultation concernant la partie 2. Le 21 juin 2012, la FSMA, l'autorité de surveillance belge, a publié sa politique à partir du 1er juillet 2012, et je pense que Mathieu Duplat nous en parlera tout à l'heure. Et puis arrive une date particulièrement importante, une date clé qui est la date du 1er juillet 2012. Pourquoi est-ce que cette date est importante? Eh bien, elle est doublement importante. Pour une première raison, parce que le délai de transposition de la directive de 2010 est venu à expiration le 1er juillet 2012. Donc, en théorie, tous les États membres auraient dû transposer la directive au plus tard pour le 1er juillet 2012. Cela n'a pas été le cas pour beaucoup d'États membres. Donc, il y a beaucoup d'États membres qui ont eu du retard ou qui, à l'heure actuelle, n'ont toujours pas transposé. Donc voilà la première raison pour laquelle le
1er juillet 2012 est une date importante. La deuxième raison, c'est que le règlement délégué, dit partie 1, est entré en vigueur également au 1er juillet 2012. Et le 3 juillet 2012, la loi luxembourgeoise portant transposition de la directive a été promulguée. On va y revenir plus tard. Donc pour la législation nationale, on se limite à donner quelques informations sur la législation belge et sur la législation luxembourgeoise. On ne va bien sûr pas parler de la transposition de la directive dans tous les États membres. Le 22 septembre 2012, publication du règlement délégué partie 2 au journal officiel de l'Union européenne et entrée en vigueur le même jour. Le 29 décembre 2012, l'ESMA a publié une mise à jour de son document questions-réponses Q&A concernant le prospectus. C'est un document très important. Il y a la directive, le règlement, et puis il y a toute une série d'informations qui ne sont pas contenues dans la directive ou le règlement, mais par exemple des questions d'interprétation de ces instruments où on trouve des réponses dans le Q&A de l'ESMA. Donc c'est un document important. Et puis un peu plus tard, l'ESMA a également publié un avis technique concernant la partie 3. Je passe très rapidement là-dessus. Le 1er février 2013, le Conseil des ministres belges a approuvé un projet de loi visant à transposer la directive de 2010 en droit national, et Mathieu Duplat va également nous en parler tout à l'heure. Alors passons tout d'abord, après ce bref aperçu chronologique, passons à la directive de 2010 en tant que telle. Quelles sont les modifications majeures qui résultent de la directive de 2010? On va vraiment se limiter aux modifications majeures. On n'aura pas le temps d'examiner toutes les dispositions de la directive. Je vous rappelle qu'il faut un prospectus conforme à la directive dans 2 cas. Et là, il n'y a pas de modification fondamentale en 2010, c'était déjà prévu dans la directive de 2003. Premièrement, il faut un prospectus en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé. C'est ce qu'on appelle le prospectus de cotation, listing prospectus en anglais. Et deuxièmement, il faut un prospectus en cas d'offre au public de valeurs mobilières. C'est ce qu'on appelle un prospectus d'offre. Et on peut bien sûr combiner les deux. On peut avoir un prospectus qui sert à la fois à l'offre au public et à la cotation des valeurs mobilières. Mais il y a certaines dérogations où on n'a pas besoin d'un prospectus conforme à la directive. Là, vous voyez un tableau qui essaye un peu de résumer les innovations en matière de dérogation, innovations qui résultent de la directive de 2010. Il s'agit pour l'essentiel de modifications de seuil, donc l'augmentation de seuil où certains seuils sont doublés, d'autres sont augmentés de 50%. Donc je ne vais pas dans les détails, je ne vais pas vous lire en détail tous les nouveaux montants et tous les anciens montants, mais là vous avez donc un aperçu des modifications de seuil qui ont été décidées par la directive de 2010. Et ces modifications de seuil ont surtout été décidées pour s'adapter aux besoins de la pratique. Et puis il y a une autre exemption qui ne concerne pas les seuils, c'est l'exemption en cas d'offre au public portant sur des valeurs mobilières offertes, attribuées ou devant être attribuées à l'occasion d'une fusion ou d'une division. Le texte français de la directive parle de fusion ou division, ce qui est sans doute un anglicisme puisque le texte anglais parle de division et en français il faudrait plutôt parler de scission.
Donc, en cas de valeur mobilière offerte à la suite d'une fusion ou d'une scission, on n'a pas besoin d'un prospectus au sens de la directive. Une autre innovation concerne le résumé qui doit être contenu dans tout prospectus, summary en anglais. L'idée du résumé n'est pas nouvelle. L'idée du résumé était déjà prévue dans la directive de 2003, mais les règles sont devenues plus complètes et plus strictes. L'idée de base, c'est que le résumé doit fournir de manière concise et dans un langage non technique des informations clés dans la langue dans laquelle le prospectus a été initialement établi. Et puis, dans certains cas, mais je n'entre pas dans les détails, il faut en plus une traduction. Quelle est la finalité du résumé? La finalité du résumé est d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans des valeurs mobilières. Et, dans ce même but, le résumé est établi sous une forme standard afin de faciliter la comparabilité des résumés qui sont contenus dans les prospectus de différents émetteurs. Donc l'investisseur potentiel peut mieux comparer les résumés s'ils sont établis sous une forme standard. On va y revenir un peu plus tard à propos du règlement partie 1 qui prévoit des dispositions plus détaillées sur la manière sur la manière suivant laquelle il faut préparer un résumé. Ce résumé doit aussi donner des informations clés, key information en anglais, d'une certaine manière structurée. Et là encore, on va y revenir à propos du règlement partie 1. La directive de 2010 contient également certaines règles en matière de responsabilité civile. Aucune responsabilité civile ne peut être attribuée à quiconque sur la base du seul résumé. Donc, le cas échéant, une responsabilité civile peut résulter du prospectus en tant que tel, ce qu'on appelle la prospectus liability en anglais, mais en principe, il ne peut pas y avoir de responsabilité civile sur base du seul résumé. C'est une règle qui était déjà contenue dans la directive de 2003, mais elle était moins précise à l'époque. Donc la directive 2010 est devenue plus précise à ce sujet et a apporté quelques clarifications. Une autre modification, la définition de l'investisseur qualifié, qui en 2010 a été aligné sur la définition qui résulte de MiFID. C'est en principe une bonne chose en vue de la simplification. Une autre modification concerne la durée de validité du prospectus. Donc, sur base de la directive de 2003, le prospectus restait valable 12 mois suivant la publication et désormais, ce délai de 12 mois commence au moment de l'approbation du prospectus. Il y a une autre règle qui a été modifiée en matière de publication. Alors là, je n'entre pas dans les détails. Désormais, il faut toujours une forme électronique, publication sous forme électronique sur le site web de l'émetteur. Une publication dans les journaux ou sous forme imprimée est possible, mais elle n'est pas suffisante. Elle n'est pas suffisante et il faut toujours en plus une publication sous forme électronique. En revanche, la publication sous forme électronique, quant à elle, est suffisante. Donc si vous faites une publication sous forme électronique, vous n'avez pas besoin d'ajouter une publication sous forme imprimée. Mais l'inverse n'est pas vrai. Là, il y a de petites différences par rapport à la directive de 2003 parce que certaines règles qui constituaient une simple faculté en 2003 sont devenues obligatoires en 2010. Je n'ai pas le temps d'aller dans les détails. Une autre série de modifications concerne le supplément. Le supplément à la directive. Donc, dans certains cas,
il faut publier un supplément au prospectus s'il y a des faits nouveaux, significatifs ou des erreurs ou inexactitudes substantielles qui surviennent ou sont constatées entre l'approbation du prospectus et la clôture définitive de l'offre ou, le cas échéant, le début de la négociation. Et là, il y a de nouvelles règles de calcul des délais ou des clarifications qui ont été apportées, notamment quel est l'élément qu'il faut prendre en considération. Exemple, vous avez un prospectus, nous sommes aujourd'hui le 7 mars, mettons que le 8 mars, il y a clôture de l'offre. Le 8 mars, il y a clôture définitive de l'offre. Il y a un fait nouveau qui intervient le 11 et le début de la négociation est fixé au 12 mars. Donc, est-ce que dans ces cas, il faut publier un supplément ou non? La réponse est oui, parce qu'il faut prendre en considération le dernier des deux événements, donc final closing of the offer ou time when trading begins. Il faut prendre le dernier de ces événements qui se situe donc le 12 mars et donc pour un fait nouveau daté du 11 mars, il faut publier un supplément. La conséquence de la publication d'un supplément, c'est que les investisseurs ont un droit de rétractation, et sur ce point, la directive de 2010 apporte 5 clarifications. Je n'entre pas dans les détails, mais là vous voyez donc les 5 clarifications sur le transparent. Le document annuel, ce qu'on appelle le document annuel, a été supprimé. Donc dans le passé, les émetteurs dont les valeurs mobilières étaient admises à la négociation devait fournir au moins une fois par an un document qui contenait ou mentionnait toutes les informations publiées ou rendues publiques au cours des 12 derniers mois. L'exigence de ce document annuel a donc été supprimée en 2010. Il y a aussi des modifications concernant les retail cascades, les cascades de revente, si on essaie de traduire. Mathieu Duplat, je pense, va vous en parler tout à l'heure à propos des règlements. Et puis, il y a quelque chose de nouveau, c'est le régime d'information proportionnée. Un régime d'information proportionnée, donc quelque sorte d'un prospectus un peu allégé, s'applique aux offres d'action dans certains cas. D'abord pour les offres d'action aux actionnaires existants, avec 3 préférentiels de souscription. Deuxièmement, pour les offres par des PME et les émetteurs dont la capitalisation boursière est faible. Donc ces 2 types d'émetteurs peuvent désormais choisir, s'ils préparent un prospectus, ils peuvent choisir un régime d'information proportionné, qui est toutefois facultatif. Et puis troisièmement, un nouveau régime d'information proportionné existe également pour les offres de valeurs mobilières autres que des titres de capital émises par les établissements de crédit. Mais il faut que certaines conditions soient remplies. On y reviendra à propos du règlement partie 1. Pourquoi c'est l'introduction de ce régime d'information proportionné? Eh bien, le considérant numéro 18 de la directive nous dit que c'est pour améliorer l'efficacité des émissions préférentielles de titres de capital et pour tenir compte de manière appropriée de la taille des émetteurs. Voilà, j'ai terminé pour ce bref aperçu de la directive en tant que telle.